toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Réunion régionale de consultation pour le Forum mondial sur les réfugiés 2023. Et l'OTAN accueille officiellement la Finlande dans ses rangs. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de santé publique de Djibouti, a organisé hier un atelier de renforcement de la surveillance de la mortalité à Djibouti. Cet atelier a eu lieu au Sheraton Hotel et va durer 3 jours. La surveillance de la mortalité est un aspect important de la santé publique qui permet de collecter des données sur les décès et leurs causes afin d'identifier les tendances et les risques pour la santé de la population. À Djibouti, la surveillance de la mortalité est une préoccupation majeure étant donné les défis sanitaires auxquels le pays est confronté, notamment en matière de maladies infectieuses et de maladies chroniques. C'est dans ce contexte que cet atelier de renforcement sur la surveillance de la mortalité a été organisé par l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, et organisé par l'INSPD en collaboration avec le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies Africa CDC. Cet atelier a vu la présence du ministre de la Santé, de la représentante de l'UNICEF, de la représentante de l'OMS à Djibouti, de la chef du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies Africa CDC, du directeur de l'INSPD, Dr Hussein Youssouf. Écoutons à présent l'intervention des représentantes à Djibouti de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé. La surveillance de la mortalité est une des composantes très importantes du renforcement du système de santé qui permet entre autres d'alerter sur les dangers perçus par la communauté, mesurer les risques des défaillances des services de santé, de survenue des épidémies ou encore de l'ampleur des événements et décider pour donner une réponse appropriée au contexte. L'UNICEF, comme vous le savez, est engagé à renforcer l'engagement communautaire pour améliorer l'utilisation des services, de la participation des communautés et aussi à l'organisation, à la gestion de ces services de santé. Et on est ensemble avec vous dans ça. Les populations informées et mobilisées devraient être et sont souvent les premières à alerter sur les événements liés à la santé et à la maladie. Je salue donc l'organisation de ces assises qui va permettre à réfléchir sur les mécanismes de surveillance épidémiologique et à mettre en place, et plus spécialement, les mécanismes de surveillance de la mortalité pour améliorer la santé de l'enfant djiboutien. Il n'y a pas un sujet plus important de parler de la mortalité. Et je suis très contente que Beat l'a dit, surveiller la mortalité, ce n'est pas juste un indicateur d'un système de santé, c'est s'assurer que les hommes et les femmes et les enfants ne meurent pas des pathologies qu'on peut éviter. Et je crois que pendant nos 3 jours d'atelier, c'est ça très important à retenir. Ces données épidémiologiques sont d'une importance primordiale pour connaître l'état de la santé de sa population. Beat a parlé de la mortalité juvénile-infantile, il y a la mortalité de la mère, il y a la mortalité due à certaines pathologies. Et suivre ces tendances de mortalité et les causes de mortalité sont très importants. Sinon, on ne sait pas où aller si on ne connaît pas bien les causes de mortalité sur tout le spectre. Et comme Dr Emily l'a dit, Covid-19 a démontré que ça n'a pas une mince affaire, même dans des pays avec des systèmes plus sophistiqués, pour voir donner les tendances de la mortalité par tranche d'âge et bien identifier. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a indiqué que cet atelier sera donc une opportunité pour les participants de pouvoir partager leurs connaissances et leurs expériences en matière de surveillance de la mortalité, mais également de discuter des défis spécifiques rencontrés à Djibouti afin de proposer des mesures concrètes pour améliorer la situation. On écoute le ministre. La santé est une priorité nationale et la surveillance de la mortalité est essentielle pour suivre
les tendances et comprendre les causes de la mortalité dans notre pays. Nous avons constaté ces dernières années une nette diminution de la mortalité infantile et maternelle, ainsi qu'une amélioration de la prise en charge des maladies infectieuses comme le VIH-Sida et la tuberculose. Cependant, nous avons encore du travail à faire parce que chaque décès est un décès de trop. Il faut donc continuer à améliorer la qualité des soins de santé, à renforcer la vie communautaire et à sensibiliser la population aux risques sanitaires. Nous devons nous assurer que les données de surveillance de la mortalité soient précises et fiables, tout en prenant en compte les progrès technologiques et la mondialisation qui ont un impact sur les maladies et les risques sanitaires. La mise en place d'un système de surveillance de la mortalité est donc primordiale pour identifier les risques sanitaires, en particulier les épidémies, et mettre en place les mesures de prévention appropriées. Mais cela ne peut se faire si nous avons des données de qualité, des données régulières et fiables. C'est pour cette raison qu'il est important que tous les parties prenantes travaillent ensemble pour améliorer la collecte et l'analyse des données. Cela nous permettra d'identifier les groupes de population les plus vulnérables et de mettre en place des mesures de prévention appropriées. Et notre équipe de reportage a également recueilli pour nous les réactions du directeur général de l'INSPD, Dr Hussein Youssouf. On l'écoute. De surveillance au niveau des hôpitaux et au niveau des communautés. En quoi consiste-t-il? Ça souligne de se mettre en place une sorte de plateforme, un logiciel pouvant mettre au taquet les différentes données lorsqu'une personne décède au niveau des hôpitaux et surtout de savoir quels sont les différents types de décès et de quoi il est mort. Première chose. Deuxième chose, c'est de savoir au niveau des communautés lorsque la personne, avant d'être ensevelie au niveau des cimetières, mettrait un système de référence national au niveau de la préfecture et de la mairie de chaque quartier afin que ces informations puissent être renseignées et que arrivé au niveau du cimetière, on a besoin que, en plus de la pièce d'identité, la personne doit avoir une documentation assez claire, disons, son âge, son sexe, s'il avait une maladie en cours, de quoi il est décédé et les différentes données et variables nécessaires pour pouvoir renseigner. C'est une première, donc c'est une activité que nous avons démarrée depuis 3 mois. Et également, c'est une première que nous sommes en train de lancer. C'est une première que nous sommes en train de lancer afin d'harmoniser et de standardiser toutes ces données. Dans l'actualité également, le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim Youssouf, a présenté hier, mardi 4 avril, ses lettres de créance au président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud. Au cours de la cérémonie de remise de lettres organisée à la Villa Somalia, le palais présidentiel, le diplomate djiboutien a transmis au chef de l'État somalien les salutations du président de la République, son Excellence Maël Omar Guelleh. Pour sa part, le président Hassan Sheikh Mohamoud a dans un message de bienvenue souhaité au nouvel ambassadeur de Djibouti le plein succès dans son mandat de diplomate tout en lui assurant la pleine collaboration de son pays et l'entière disponibilité de son gouvernement dans l'accomplissement de sa mission. Le président somalien, le nouvel ambassadeur de Djibouti ont également abordé diverses questions d'intérêt général, notamment le renforcement des relations fraternelles existantes entre les deux pays ainsi que le rôle prépondérant des forces armées djiboutiennes Hil Walal présentes en Somalie dans la guerre contre le groupe terroriste d'Al-Shabaab. Une réunion de consultation régionale organisée par l'IGAD en collaboration avec l'ONARS s'est tenue hier au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion, qui avait pour objectif de préparer le Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra à Genève fin de cette année,
a offert un cadre pour discuter des défis auxquels sont confrontés les réfugiés de la région de l'IGAD, mais aussi pour élaborer des solutions pratiques visant à améliorer leurs conditions de vie. Des questions telles que la protection des réfugiés, leur accès à l'éducation et à la santé ainsi que leur intégration dans les communautés locales ont été abordées durant cette journée. Il est important de rappeler que le Forum mondial sur les réfugiés 2023 qui se tiendra à Genève permettra de poursuivre les progrès significatifs réalisés depuis 2019 par les gouvernements et les autres parties prenantes dans la mise en œuvre des engagements et initiatives. Écoutons pour plus de précisions le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du Forum mondial sur les réfugiés prévu en décembre prochain. C'est le moment tout désigné pour envisager ensemble la perspective du Forum mondial sur les réfugiés prévu à la fin de cette année. Cette étape cruciale conditionnait l'efficacité de la plateforme de soutien de l'IGAD sur ses efforts et ses objectifs en termes de réalisation des promesses faites. Mesdames et Messieurs, nul besoin de souligner l'importance cardinale de cet engagement régional pour atteindre les objectifs de la plateforme de soutien de l'IGAD et donner un nouveau souffle à ces efforts. Aussi, il me plaît d'insister sur notre obligation de revoir ensemble les initiatives du gouvernement pour lutter contre les déplacements forcés et de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris depuis lors. Aussi, nous devons mettre à profit ces conclaves pour harmoniser notre vision globale sur le déplacement forcé, mais aussi les cadres juridiques et institutionnels nationaux. Nous devons garder en ligne de mire les promesses et les engagements pris lors du premier forum de déplacement à l'intérieur et à partir du Soudan et du Soudan du Sud. En conclusion, j'aimerais rappeler la République de Djibouti est un foyer de mouvements migratoires dans la région, avec près de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile accueillis sur notre sol global pour les réfugiés et ses modalités d'application. Grâce à la détermination du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, premier défenseur de la cause des plus faibles et des plus déshérités, nous pouvons être fiers de la belle réputation de notre pays. Et la directrice de la division santé et développement social, Fathia Aboubakar Alouane, a indiqué dans son allocution que lors d'un sommet spécial en mars 2017 sur les solutions durables pour les réfugiés somaliens et la réintégration des rapatriés en Somalie, les États membres de l'IGAD ont décidé d'adopter une approche régionale pour trouver des solutions durables pour les populations déplacées et leurs communautés d'accueil. À cette occasion, le sommet a reconnu la nature régionale des impacts et des solutions pour le déplacement et a appelé à un renforcement du cadre d'intégration et de coopération régionale. Et dans le cadre de cette approche régionale, poursuivant toujours son allocution, l'IGAD a décidé de mettre en œuvre et d'opérationnaliser le plan d'action de Nairobi en réponse à l'appel à l'action mondiale pour les réfugiés au niveau régional. Un camion semi-remorque djiboutien transportant 2 conteneurs remplis d'huile végétale s'est renversé lundi dernier près du carrefour de la bretelle de Doralé au niveau du Doralé Multipurpose Port. Vu le chargement de camions et le risque majeur d'accident, le centre opérationnel de la gendarmerie a aussitôt mobilisé plusieurs équipes de l'escadron de sécurité routière. Légèrement blessé, le conducteur a été évacué vers les urgences par le SMUR. Entre-temps, la grue élévatrice de la gendarmerie a été dépêchée sur les lieux et le camion ainsi que ses 2 conteneurs ont été dégagés de la chaussée. Tout de suite après, la circulation a été rouverte. En ce qui concerne le constat d'usage, il a été établi par le gendarme de la sécurité routière de PK12. En cette période de Ramadan, marquée par la recrudescence des accidents de la circulation, la gendarmerie nationale appelle à la vigilance des usagers et surtout le strict respect des dispositions du code de la route.
Après l'annonce par l'agence météorologique, la région de Dikil a connu de fortes pluies durant cette semaine. La pluie n'a causé heureusement aucun dégât, aucun dommage n'est à déplorer par la crue de l'oued de Cheikh Haïti qui a perturbé le trafic et le passage des piétons au centre-ville. Cette forte pluie a rendu le climat de la ville d'Ikil agréable. Cela a d'ailleurs fait ravir la population d'Ikil en plein mois béni du Ramadan. Et concernant les activités commerciales telles que la vente des fruits et légumes et la pastèque et dattes ainsi que les samboussas et les beignets qui sont les plus achetés partout sur les artères principales de la ville. Et dans la tradition musulmane, Ramadan est synonyme de partage, de générosité et de solidarité. Aussitôt après avoir reçu les équipements nécessaires à l'organisation du tournoi de Ramadan, les associations sportives ont entamé les différentes activités programmées dans le cadre de ce mois béni du Ramadan. Ce tournoi a pour objectif l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne à travers la pratique du sport. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les compétitions qui dureront jusqu'à la fin du mois vont se dérouler dans plusieurs quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette initiative justifie la volonté du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, de rehausser le niveau du sport national, mais aussi de faciliter l'intégration sociale, puisque le sport est le meilleur vecteur d'intégration. Pour s'assurer du bon déroulement des matchs, une équipe du secrétariat d'État au sport a sillonné les différents sites de la capitale retenus pour l'organisation. Outre le directeur des complexes et de la formation sportive, Hassan Kako, la délégation était composée des hauts cadres et hauts responsables du département des sports. Habitude enracinée pour les uns et véritable moyen de loisir et de distraction pour les autres, ces manifestations sportives, si simples soient-elles, constituent le point de départ pour plusieurs joueurs amateurs qui deviendront plus tard des professionnels. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le CDC d'Arta a lancé le tournoi de football du mois béni du Ramadan le 1er avril dernier en présence du sous-directeur régional Saïd Madeye. En effet, le tournoi de football du Ramadan est une vieille tradition ancrée de génération en génération dans cette période de piété et de recueillement. La région d'Arta vibrera donc au rythme de ce tournoi jusqu'à la fin de ce mois béni du Ramadan. Cette compétition va mettre en lice 8 équipes du chef-lieu d'Arta et serait un véritable moyen de loisir et de distraction où les footballeurs offriront un beau spectacle au public d'Arta et des environs. D'autre part, il tisse des liens d'amitié et revêt un aspect spécial au vu de l'engouement qu'il suscite. D'ailleurs, le premier match de cette compétition a tenu toutes ses promesses, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan du spectacle, où le club de Betawali avait remporté ce duel face à Porto Novo sur 3-0. D'autre part, les localités de la région d'Arta connaîtront les mêmes engouements que le chef-lieu, d'où leur après-midi et leur soirée seront rythmées par les activités prévues pour ce mois béni du Ramadan. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Les forces israéliennes attaquent des fidèles lors d'un raid sur la mosquée d'Al-Aqsa. La suite avec Fardous Hussein. Attaque des fidèles lors d'un raid sur la mosquée Al-Aqsa. Des témoins palestiniens ont déclaré que les forces de l'occupation israélienne avaient utilisé une force excessive, notamment des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, causant des blessures par suffocation aux fidèles et des coups avec des matraques et des fusils. Les raids se sont poursuivis jusqu'à mercredi matin lorsque les forces de l'occupation israélienne ont de nouveau été vues en train d'agresser et de pousser des Palestiniens hors de l'enceinte de la mosquée et de les empêcher de prier avant que les Israéliens ne soient autorisés à entrer sous la protection de la police. Le Premier ministre palestinien a dans un communiqué déclaré que ce qui s'est passé à Jérusalem est un crime majeur contre les fidèles. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.